écoutez, bonsoir. Alors, merci de votre présence. Alors, vous devez avoir trois pièces là, que vous avez trouvées à l'entrée. D'abord, un plan de l'exposé que je vais faire. Et puis, vous aurez aussi un document numéro 1 et un document numéro 2. Ça, vous pourrez les emmener chez vous. C'est des cadeaux pour que vous puissiez passer les soirées en attendant la deuxième conférence qui aura lieu le 13. Voilà, vous lirez ça et voilà, c'est pour à la fois prolonger et vous mettre en appétit pour la prochaine fois. Alors je vais donc suivre maintenant le plan, évidemment. Je vais m'efforcer de suivre le plan indiqué pour parler un petit peu de Marx ce soir. Alors, j'ai proposé d'appeler ces deux séances avec Marx, Penser et agir aujourd'hui, qui est le titre du bouquin qu'on m'a demandé de faire dans un autre, enfin en région parisienne, d'exposer sur Marx et dont je vais nourrir évidemment mon intervention ici. Alors la première idée que je voudrais dire, c'est avec Marx s'oppose à sans lui, sans Marx, quoi. Hein. Donc, et il y a beaucoup de gens qui voudraient bien nous pousser à penser et à agir sans lui. Je les ai regroupés sous trois registres, trois manières de nier l'apport de la pensée de Marx. La première, c'est il y a ceux qui estiment que Marx s'est complètement trompé sur son époque et qu'il n'a donc rien à nous dire sur la nôtre. Ça, c'est la petite musique qui annonce la page de publicité. C'est fini. Donc, il y a ceux qui pensent que la première catégorie, c'est ceux qui pensent que Marx s'est trompé sur son époque et que donc il n'a rien à nous dire sur la nôtre. Autrement dit, Marx est un traîne savate du concept et il n'y a donc aucune raison, il ne mérite ni compassion ni sollicitude, il faut l'abandonner, un point c'est tout. Ce sont les idéologues pur sucre du capital, quoi, hein, voilà. La deuxième catégorie de ceux qui nous conseillent d'abandonner Marx, c'est ceux qui jugent que Marx a bien compris son époque, mais qu'il n'a rien à nous dire sur la nôtre, parce qu'elle est totalement différente, et notamment avec la globalisation et la financiarisation du capital. Autrement dit, ceux-là veulent bien considérer l'apport de Marx, mais en le situant dans son temps, et en considérant donc que la situation étant très différente aujourd'hui, la réalité étant très différente, Marx n'a rien à nous dire sur aujourd'hui, si vous voulez. Donc il considère l'apport de Marx, mais en l'abandonnant à la poussière des siècles, en le situant dans l'histoire. Marx, c'était bien hier, et aujourd'hui, ma foi, ça ne sert à rien. Alors ça, c'est une bataille qui est menée notamment dans les programmes de l'éducation nationale, programmes de l'enseignement, hein, autour de l'idée où faut-il mettre Marx? Faut-il le mettre dans l'histoire, dans les programmes d'histoire, ou faut-il le mettre, comme ils disent, dans les programmes d'économie, c'est-à-dire dans les programmes de ce qui touche à l'économie aujourd'hui? Ça, c'est la deuxième catégorie. Puis, il y a enfin une troisième catégorie, comme je vous donne des noms là illustres, Jacques Attali ou Patrick Artus, l'idéologue du groupe de la banque Natixis, qui pense que Marx est toujours un très très bon analyste du capitalisme de son temps et du nôtre, parce qu'au fond, sur le fond, rien n'a changé. Il y a des aspects nouveaux, bien entendu, mais au fond, le capitalisme, dans son essence profonde, est toujours le même. Donc ceux-là considèrent l'apport de Marx comme analyste, mais ils lui reprochent ici ce qu'ils appellent le Marx prophète, c'est-à-dire le Marx militant, qui lui s'est complètement trompé en pensant et en agissant
pour un dépassement communiste du capitalisme. Vous voyez, donc là on distingue l'analyste du capitalisme et celui qui a pensé, qui a essayé de trouver des voies pour le mettre en cause et pour échapper à sa domination. Alors, ce qui revient à dire, alors le premier est toujours valable, le second, là, c'est complètement fourvoyé. C'est ce qu'ils appellent le Marx prophète, en général. Donc, vous voyez, on peut penser qu'ils sont moins sévères, qu'ils sont plus aimables que les précédents qu'on a vus, mais en réalité, ils veulent dire qu'ils incarnent au fond la réalité du discours médiatique aujourd'hui, qui est que le capitalisme est féroce, sauvage, violent, comme Marx l'avait très très bien analysé, mais il n'y a pas moyen de lui échapper. Voilà, il n'y a pas moyen de... Dès qu'on pense lui échapper, eh bien, on emprunte des voies qui ont été essayées au XXe siècle et qui ont abouti au crime, à la violence, à l'autoritarisme et finalement à l'impasse, puisque les régimes qui se sont réclamés de Marx ont disparu d'Europe avec l'implosion de l'URSS, de tout le camp socialiste, etc. Donc, l'idée, c'est qu'au fond, la reprise d'une idée communiste ne pourrait mener qu'à une même tragédie, si vous voulez. Voyez, bon. Par conséquent, oui, Marx analyse très bien le capitalisme, il montre que c'est une société injuste, mais il n'y a pas moyen de lui échapper. Voilà, ce sont les trois... Alors, je vais m'efforcer, avec les deux topos que je vais faire, là, devant vous, de répondre à ces trois types d'adversaires, qui voudraient bien qu'au fond, on se passe de l'apport de Marx. Donc, avec Marx, sans Marx. Mais il y a aussi une autre rubrique que je voudrais traiter un petit peu, là, pour commencer, en introduction, c'est Marx aujourd'hui par rapport à Marx hier. C'est-à-dire Marx au XXe siècle, ce qu'on a appelé le marxisme. Il ne s'agit évidemment pas pour moi ici d'affirmer que tout ce qui s'est réclamé du marxisme au XXe siècle était erroné, mais il s'agit bien plutôt de montrer que certaines formulations qui passaient pour classiques à l'époque ne sont plus tenables aujourd'hui. Voilà. Autrement dit, nous pouvons aujourd'hui connaître Marx mieux que nous ne l'avons fait au XXe siècle. Par exemple, nous connaissons bien mieux les textes de Marx et dans des traductions très améliorées. Marx a écrit un livre en français, directement en français, Misère de la philosophie. Les autres, évidemment, il les a écrits en allemand et la question de la traduction, évidemment, se pose. Mais c'est vrai pour le livre 1 du Capital, par exemple, son grand ouvrage, dont la traduction est désormais bien meilleure, refaite encore, dont elle est bien meilleure que celle dont je disposais dans ma jeunesse, par exemple. C'est vrai pour les brouillons qui entourent le Capital, enfin le grand livre de Marx, qui sont désormais accessibles en français. Ce que l'on appelle, peut-être avez-vous vu le terme parfois en allemand, les Grundrisse. C'est-à-dire, ça veut dire les brouillons et les manuscrits et les brouillons. Vous voyez, on a aujourd'hui, on sait que ce qui a été publié du Capital est peu de choses par rapport aux immenses manuscrits et brouillons que Marx a laissés, qu'il a écrits à la même époque et que nous pouvons aujourd'hui appréhender en français, même s'il ne les a pas publiés. Et nous voyons alors que Marx n'est pas un doctrinaire qui aurait élaboré un système abouti, mais un chercheur qui n'hésitait pas à remettre en cause ce qu'il avait cru établir à tel ou tel moment de sa recherche. Je prends un exemple, la baisse tendancielle du taux de profit. La baisse tendancielle du taux de profit, eh bien Marx a pensé à un moment de sa recherche qu'elle était une loi générale du développement du capitalisme. Et puis, eh bien, aujourd'hui qu'on a les manuscrits, on peut établir que dans les derniers états de ces manuscrits,
Marx a renoncé à cette conception de la baisse tendancielle du taux de profit comme une loi générale du développement du système capitaliste. Alors que la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, elle occupe la place centrale dans le livre 3, tel qu'il a été publié par Engels, du Capital. Vous voyez, donc il y a des choses aujourd'hui dont on sait, par l'étude détaillée des manuscrits, qu'elles ne sont pas aussi solidement établies que Marx l'avait pensé à un moment. Voilà. Alors ça, c'est important, parce que quand on voit tout ce qui a été tiré comme conséquence de cette prétendue loi de la baisse tendancielle du taux de profit, c'est-à-dire du fait que le capital étant amené à sans cesse investir davantage dans la modernité des instruments de production, avait développé une tendance à la baisse du taux de profit. Vous voyez, quand on voit ce qu'on en a tiré au XXe siècle, on disait c'est une pièce centrale de sa pensée, on voit aujourd'hui que cette règle générale qui était prétendument établie doit être mise en cause. Voilà. Et c'était un objet de discussion important. De même, nous avons désormais accès à des textes de Marx longtemps introuvables et non traduits ou difficiles d'accès. Par exemple, des textes qu'il consacre au colonialisme, au racisme, à l'esclavage, à la Chine, à l'Inde, à la Russie, dans la toute dernière partie de sa vie. Il a écrit longuement sur la Russie. Et tout ça donne une vision bien plus riche de sa pensée aujourd'hui que celle que nous avions précédemment. On comprend alors que sa pensée ne s'est pas bornée à l'étude de l'Europe, et notamment à l'étude des 3 pays où il a vécu, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, qui sont les pays essentiels. Vous voyez, par exemple, il écrit un livre qui s'appelle l'idéologie allemande. Enfin, il l'écrit sans le publier, mais l'idéologie allemande, vous voyez, étude de l'ambiance intellectuelle dans sa jeunesse en Allemagne. Voilà. L'Angleterre, c'est ce qui est au cœur du capital, et la France, vous savez que c'est là qu'il a rencontré, qu'il est passé au communisme, en quelque sorte, en rencontrant des ouvriers politiquement qui se réclamaient du communisme, et ce qui l'a conduit à publier le manifeste du Parti communiste en 1848. Donc, vous voyez, on voit aujourd'hui que le marxisme, autrement, parce que sa pensée en tout cas, et à mon avis, il ne faut plus l'appeler marxisme, pour faire la différence en quelque sorte, mais penser avec Marx, eh bien, il n'a pas pensé, il n'a pas eu la prétention de réduire l'histoire du monde à un schéma unique de développement qui aurait été partout le même, et il n'a surtout pas voulu réduire l'histoire du monde à la simple lecture économique de la vie des sociétés. Je dis ça parce que on assimile souvent la pensée de Marx à de l'économie. Là, on voit que, vous voyez, quand il étudie le colonialisme, la vie en Inde, etc., on voit que l'économie n'est pas la totalité de sa pensée. Ce qui fait que des formulations en termes généraux comme la crise du capitalisme, en général, vous voyez, peuvent être remises en cause, alors qu'elles ont été fortement utilisées au XXe siècle. De même, alors que nous avons pensé longtemps que son ouvrage majeur, Le Capital, se composait de 3 livres, eh bien, la publication d'une traduction plus récente de ce qu'il considérait, lui, comme étant le 4e livre du Capital, mais qui vient seulement d'être traduit en français, nous permet de mieux comprendre ce que veut dire le titre de l'ouvrage, le sous-titre de l'ouvrage. Le titre, c'est Le Capital, et le sous-titre, c'est Critique de l'économie politique. Critique de l'économie politique, et non pas, comme on pourrait le croire et comme on l'a cru très longtemps, constitution d'une économie politique marxiste, vous voyez. C'est pas du tout pareil, la critique de l'économie politique et la constitution d'une économie politique marxiste. Alors, voilà, on voit
on voit par exemple que la pièce essentielle de cette critique de l'économie politique, c'est une critique de ce que Marx va appeler le fétichisme, un fétichisme, on va en parler tout à l'heure, un fétichisme qui dissimule en permanence la véritable réalité du capital et qui vise à lui donner un air naturel et aimable de modernité et d'éternité. Vous voyez ? C'est-à-dire que l'exploitation capitaliste, Marx nous dit finalement, elle ne se voit pas. Elle se dissimule. Le capitalisme ne montre pas son vrai visage, il le dissimule derrière un fétichisme. Alors on verra ça tout à l'heure, ou sinon, si c'est pas tout à l'heure, ce sera dans la prochaine fois, mais on le verra. Alors, vous voyez, je dis cela pour vous montrer combien nous devons changer notre regard sur la pensée de Marx et comment la notion de marxisme, qui a été forgée peu avant sa mort et par ses adversaires, c'est toujours les adversaires qui vous définissent avec un nom en isme, les surréalistes par exemple, ou les impressionnistes ont été, c'est toujours les adversaires qui montrent du doigt, si vous voulez, puis au bout d'un moment, c'est ce qui s'est passé pour les surréalistes par exemple, au bout d'un moment, ils disent, bon, ben oui, c'est vrai, nous sommes surréalistes et nous voulons dire ça, mais ça a commencé par les... Bon. Ben, le marxisme, là aussi, vous savez, quand Marx a lu un jour un texte de Lafargue, qui était son gendre pourtant, mari d'une de ses filles, et qu'il a lu le résumé que ce gendre faisait de sa pensée, il a eu cette formule, moi ce que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste. Vous voyez, bon. Donc on peut aisément s'autoriser de cette formule pour mettre en cause l'appellation. Mais je dis ça pour vous montrer que, par exemple, quand Marx meurt, eh bien, il y avait 11 personnes à ses obsèques, au cimetière de Highgate à Londres. 11 personnes. Un bide, si j'ose dire. C'est-à-dire que, vous voyez, quand Marx meurt, il est très loin d'être un savant, un homme politique et un savant reconnu. Vous voyez, songez à la princesse de Galles, qui a fait, par exemple, beaucoup plus de monde que ça. Alors, je ne suis pas là pour faire de l'audimat avec les obsèques, mais vous voyez quand même, autrement dit, comme tous les grands créateurs, comme tous les grands génies, j'ose le mot, Marx est devenu célèbre après sa mort. Les grands artistes, etc. Bon. C'est-à-dire que on ne s'est intéressé à sa pensée et on lui a trouvé du sens qu'après sa mort, il faut, avec la révolution russe de 1917, la révolution d'octobre, et le fait que Lénine, évidemment, qui connaissait ses travaux, ses pensées, était un authentique savant et un authentique philosophe, si vous voulez, un intellectuel, vous voyez. Ça n'a rien à voir avec Staline, qui était plutôt... vous voyez, Staline, Lénine, c'est un exilé russe. Donc, il a quitté son pays, il a vécu, et quand on est exilé, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, souvent, on lit beaucoup. Et c'est ce qui s'est passé quand vous suivez les pas de Lénine en Suisse, puisqu'il a vécu beaucoup... en Suisse, à Zurich, etc., vous voyez toujours à la bibliothèque. C'est là qu'il lisait. Lénine est un des rares dirigeants politiques, alors je ne parle pas de ceux d'aujourd'hui, parce que là, mais il est un qui a lu et annoté le livre de philosophie le plus dur, le plus difficile, le plus incompréhensible de toute l'histoire de la philosophie, la science de la logique de Hegel. Vous voyez, et quand on voit aujourd'hui ce qui a été publié par la suite sous le titre de Cahiers sur la dialectique, c'est-à-dire les notes que Lénine a mis dans la marge de son exemplaire de Hegel, on ne peut qu'être saisi par la qualité de penseur de cet homme. Vous voyez, donc, c'est la révolution russe, et c'est le fait que cette révolution russe a été menée par un authentique dirigeant intellectuel éminent. Vous voyez, je prends un autre exemple pour vous convaincre de ça. Il a écrit des articles d'encyclopédie sur la pensée de Marx, par exemple. C'est lui qui a
défendu et l'idée que Marx avait nourri sa pensée à trois sources, l'économie politique anglaise, la philosophie allemande et la politique française. Les trois sources de la pensée de Marx, qui sont aujourd'hui encore constamment réaffirmées, c'est Lénine qui l'a formulé pour la première fois. Ou bien encore, il a publié une intervention en philosophie, s'il vous plaît, sur le thème dans un livre qui s'appelle « Matérialisme et empiriocriticisme ». Vous voyez, il y a plein d'ismes là, et c'est un livre de philosophie. Donc, vous voyez, celui qui a sorti Marx en quelque sorte qui lui a donné la notoriété, et c'est que d'un seul coup, c'est la révolution russe, c'est Lénine, et c'est la victoire de la révolution russe. Avec évidemment, vous le voyez tout aussitôt, on peut dire que tout le XXe siècle a été un commentaire inlassable de l'œuvre de Marx. Mais ce qui veut dire aussi que la lecture soviétique, la lecture de Lénine, la lecture soviétique de Marx, eh bien, qui a été tenue pour une doctrine officielle en URSS, qui a été dominante dans le mouvement ouvrier, qui a été imposée au Parti communiste via l'international, vous voyez que cette lecture soviétique a aussi pesé dans la conception et dans la grille de lecture posée sur les textes de Marx. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cette contrainte, cette grille de lecture n'existe plus, et qui fait qu'aussi on peut avoir accès d'une autre manière à la pensée de Marx. Alors vous voyez donc, il y a des textes nouveaux, bien traduits, qui existent désormais, qu'on ne connaissait pas pour beaucoup. Par exemple, Lénine ne connaissait pas l'idéologie allemande, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il ne le connaissait pas parce que le texte n'avait pas été publié à cette époque, au moment où il était en exercice, si j'ose dire, il était vivant en plus. Et donc, on a accès à des textes nouveaux, à des traductions bien meilleures aujourd'hui, et en même temps, on est libéré des contraintes d'une époque et des grilles de lecture imposées d'une époque, ce qui fait que, d'une certaine manière, nous pouvons aujourd'hui parler de Marx d'une autre manière. Et pour vous montrer que ce n'est pas uniquement des généralités, ce que je vais dire, je vais essayer de prendre un exemple et de le développer, pour vous montrer que ça n'a pas des conséquences uniquement théoriques pour des philosophes, etc., mais que ça a des conséquences dans la pratique. Et je vais prendre un exemple qui est la distinction, vous voyez, je suis au point 1C, la distinction entre communisme et socialisme. Marx est un penseur du communisme. Et il le définit ainsi par opposition au capitalisme. Je vous ai mis le petit texte là. Alors que le capitalisme, en fanatique de la valorisation, contraint sans ménagement l'humanité à la production pour la production, le communisme est une forme de société supérieure dont le principe fondamental est le plein et libre développement des individus. Le principe fondamental du communisme est le plein et libre développement des individus. Alors vous mesurez la force de la puissance de cette formulation, de cette ambition, et vous comprenez du même coup l'importance des efforts qu'il faut faire, parce que quand vous dites communisme aujourd'hui à nos contemporains et que vous consultez les sondages, vous voyez qu'ils ont une idée très différente. S'agissant, quand on leur dit le mot communisme, ils pensent plutôt à autoritarisme, violence, dictature du prolétariat, Staline et Pol Pot, plutôt que plein et libre développement des individus. Or, c'est pourtant ce que Marx a écrit sur le sujet. Et il est frappant de constater que ce qui s'est construit en URSS, en Union soviétique, tout en se réclamant de Marx, ce n'est pas une société communiste,
mais un État socialiste. Et j'ajoute même qu'en France, lorsque le Parti communiste a le plus marqué ses distances avec le Parti soviétique, dans les années 1970, vous vous souvenez peut-être que cela s'est focalisé sur la question de la dictature du prolétariat, par exemple, à laquelle le Parti communiste renonçait et se différenciait ainsi du chemin suivi par les communistes soviétiques. Ce qui est frappant, c'est que quand il a critiqué ce qu'on a appelé le modèle soviétique, le Parti français n'a pas du tout, c'est réclamé non pas du communisme, mais du socialisme, le socialisme pour la France, la voie française au socialisme. Vous vous souvenez peut-être d'avoir vu passer, autrement dit, vous voyez, première bizarrerie, si j'ose dire. Marx est un penseur du communisme, et ce qui se fait en son nom et en se réclamant de lui, c'est du socialisme. Alors, il faut essayer de voir, comprendre pourquoi et en même temps, quelle différence. Alors, pourquoi ? La réponse est assez claire, c'est parce que la révolution avait eu lieu là où on ne l'attendait pas. Vous savez qu'elle n'a pas eu lieu dans un pays capitaliste développé, comme Marx l'imaginait, à savoir en Angleterre, ou en Allemagne, ou en France, où il y avait déjà eu des révolutions. Mais elle a eu lieu dans un pays retardataire du point de vue de son développement, la Russie, si vous voulez, et du point de vue non seulement de son développement économique, mais de ses structures sociales. La Russie était sortie finalement depuis assez peu du servage. Et donc, il a fallu rattraper ce retard. Ça, c'est la première raison. C'est-à-dire qu'au fond, il était difficile d'appeler communiste, justement, une société qui était, de ce point de vue-là, si on prend la définition exigeante que je vous ai rappelée tout à l'heure, qui était donc retardataire. Et la deuxième raison de cette appellation socialiste, c'est que les soviétiques avaient prétendu trouver dans Marx une théorie affirmant qu'il y avait deux étapes dans la société d'après le capitalisme. Selon eux, le marxisme affirmait que la première étape était le socialisme et que la seconde, plus lointaine, et qui était censée être préparée par la première, était le communisme. Donc, vous voyez, une pensée par étape, élaborée certes par des communistes, mais commençant cependant par affirmer que le communisme n'est pas à l'ordre du jour, parce qu'il faut commencer par l'étape du socialisme. Une pensée par étape, distincte, successive, et qui va avoir de l'inconvénient, vous le voyez bien, de renvoyer le communisme vers des lendemains qui chantent, mais des lendemains qui ne peuvent pas être atteints avant très longtemps. Le communisme n'étant plus considéré dans les faits que comme un idéal éthique, exigeant, lointain, un horizon qui, comme tout horizon, s'éloigne au fur et à mesure qu'on prétend s'en rapprocher. Voilà. Or, il est facile de prouver aujourd'hui que le texte invoqué pour justifier ce point de vue, c'est-à-dire la critique du programme de Gotha, qui est un texte de Marx, montre que cette lecture est erronée, la lecture des deux étapes, communisme, socialisme. Parce que la critique du programme de Gotha, le programme de Gotha, c'est un congrès du Parti social-démocrate allemand qui, en 1875, a eu lieu à Gotha, c'est une ville de Saxe, en Allemagne, et Marx avait avait pris ce programme, un peu, il avait fait comme les communistes l'ont fait il n'y a pas longtemps, en prenant des textes, en les amendant, en les rectifiant, en les corrigeant, etc. Et
C'est un des derniers grands textes politiques qu'il ait écrit. Et Marx distingue bien en effet deux phases, mais deux phases de la société communiste. La société communiste telle qu'elle vient de sortir de la société capitaliste, et la société communiste fonctionnant sur sa propre base, comme il dit, c'est-à-dire en faisant vivre le principe fondamental que j'ai cité. Donc, vous voyez, il n'est jamais question dans ce texte du socialisme, et ce que Marx oppose au capitalisme, c'est bien le communisme. Un communisme qui, certes, ne sort pas de terre en s'accomplissant d'un seul coup et comme par miracle, mais dans la visée duquel on doit s'orienter dès le départ. Et vous voyez que les communistes français, alors même qu'ils rejetaient et critiquaient le modèle soviétique en abandonnant la dictature du prolétariat, ont conservé le schéma soviétique de pensée par étapes. Et ils en ont même rajouté une, celle de la démocratie avancée, par opposition à la dictature du prolétariat, de la démocratie avancée, ouvrant la voie au socialisme, comme il était dit dans tous les textes de l'époque. Et alors, vous voyez l'inconvénient de cette démarche, c'est qu'elle revenait, en se fixant pour objectif le socialisme issu de la démocratie avancée, de renvoyer le communisme, alors là, à un idéal des valeurs, comme on dit maintenant, et que la réalité ne pourra jamais atteindre. Vous savez, le propre de l'idéal, c'est que jamais la réalité n'arrive à l'égaler. Donc, vous voyez, si je résume à grands traits, dans les années 1980, il y avait donc en France un parti qui s'appelait officiellement le Parti socialiste, qui signait un programme politique dont le but était le socialisme, et un parti s'appelant Parti communiste, tenant à cette appellation, et qui se prononçait néanmoins pour le socialisme, tout en ne disant rien sur le communisme. Vous voyez la difficulté, comment expliquer ça à l'opinion. Je dirais, ça a été impossible, et voilà ce qui arrive quand on ne se bat pas pour ce qu'on aime. Alors, j'ajoute cette remarque. Il est d'autant plus nécessaire de se défaire de cette pensée par étapes que nous savons, alors cette fois non pas par les textes de Marx, mais par l'histoire du XXe siècle, nous savons que l'abolition réelle du capitalisme n'a nulle part produit un dépassement communiste du capitalisme par l'État, par l'action de l'État socialiste, contrairement à ce qui était annoncé ou espéré. Vous voyez, c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça a produit en URSS? Ça a produit un retour au capitalisme, et dans les pays de l'Est, et puis ça a produit en Chine, par exemple, des mesures qui conduisent à lui laisser les mains plus libres qu'avant, vous voyez, à lui libérer les mains. Alors, quelle est la conclusion essentielle de ça, je crois? La conclusion essentielle de tout ça, c'est que ce qui a échoué au XXe siècle, ce n'est pas le communisme, comme on le dit et comme on le croit souvent, mais bel et bien le socialisme, comme on le voit en France, en Europe, mais aussi dans les ex-pays qui relevaient de ce qu'on appelait d'ailleurs le socialisme réel ou le socialisme existant. Autrement dit, ce qui a échoué, c'est le socialisme sous ses deux visages, sous ses deux versions. Le socialisme de la social-démocratie, qui n'a nulle part mis à mal le capitalisme et a fini par tout lui céder, comme on l'a vu en France et comme on continue de le voir aujourd'hui avec les actuelles tentatives de rafistolage du socialisme par ces différentes chapelles sur la ruine, sur les débris du Parti socialiste. Donc, premièrement,
échec du socialisme de la social-démocratie, et deuxièmement, échec du socialisme par la voie autoritaire du parti unique et de la dictature du prolétariat, qui a bien mis à mal le capitalisme, ça oui, il a bien été abattu en URSS, mais n'a nulle part conduit au communisme, et a fini lui-même par s'effondrer. Autrement dit, pour condenser cette analyse en une formule, je dirais que c'est ce qui a échoué au XXe siècle, c'est le socialisme sous ses deux visages existants, c'est-à-dire la social-démocratie et ce qu'on pourrait appeler la social-autocratie. Vous me direz, socialisme, communisme, tout ça c'est une histoire de mots, ça veut dire presque pareil, c'est sans grande importance, c'est rien de plus. Or, pas du tout. Je ne suis pas en train de vous faire un truc de grammaire, si vous voulez, voyez, ou un truc de pédant pour une université. Mais je crois que les mots portent des pensées. Et on n'agit pas de la même manière si on agit pour le socialisme ou si on agit dans la visée du communisme. Autrement dit, le socialisme, c'est pas la même chose que le communisme, en un peu moins bien, si vous voulez, ou en préalable. Vous voyez ? Je voudrais le caractériser très rapidement, ça, devant vous. Le socialisme est centré sur l'État, sur la conquête de l'État, et une fois qu'il est conquis, sur l'intervention de l'État. Avec là encore ces deux variantes, la variante social-démocrate, qui est redistributive. C'est-à-dire que la social-démocratie ne touche pas à la production des richesses sociales, mais elle prétend les redistribuer un peu après par l'impôt pour limiter les inégalités. C'est du moins ce qu'elle proclame, et ce qu'elle ne fait pas, en tout cas l'expérience française le montre. Ce qu'elle ne fait pas, puisqu'elle revient très vite à l'austérité, comme on l'a vu par exemple en 1983, 1984. Bon. Donc, vous voyez, variante social-démocrate redistributive, c'est-à-dire en gros, l'État corrige un peu à la marge les inégalités qui se produisent dans la société civile et dans la vie économique. Voilà. L'État est ce qui vient après coup redistribuer un peu, vous voyez, tout ça. Bon. Ça, c'est la variante social-démocrate. Et la variante du socialisme soviétique abolit le capitalisme en instaurant la propriété collective des moyens de production et d'échange, le contrôle, le plan, le parti-État, etc. Mais elle échoue à considérer comme moteur le mouvement de la société et l'appropriation par les individus des leviers de leurs conditions de travail et de leurs conditions de vie. En sorte que l'État et le parti-État, puisqu'il est très lié à l'État, le parti-État, l'État et le parti-État fait à la place de, sans et bientôt contre la société, les individus, et que la dictature du prolétariat devient la dictature sur le prolétariat. Réfléchissons d'ailleurs à ce qui s'est passé lors du démantèlement de l'Union soviétique et posons-nous la question. Si les moyens de production avaient été réellement dans la tête, dans le cœur et dans les mains des travailleurs, les oligarques auraient-ils pu s'emparer aussi facilement des richesses publiques et les accaparer à leur profit sans résistance populaire? À l'évidence, non. C'est donc bien que d'une certaine manière, ce socialisme-là n'avait pas fonctionné, en tout cas en donnant le sentiment au prolétariat, aux ouvriers, aux salariés, qu'ils étaient au pouvoir. Donc c'est la limite de la démarche par l'État, c'est-à-dire le socialisme. Alors la visée communiste, elle ne se désintéresse pas de l'État, mais c'est pour l'aborder dans la perspective que l'on trouve dans Marx et qu'on traduit en français par l'expression « dépérissement de l'État ».
ce que le communisme, c'est, Marx le répète constamment, le dépérissement de l'État. Autrement dit, c'est la fin du règne de l'État de classe séparé de la société. Pour le dire autrement encore, la fin de la propriété privée d'une classe politique sur la vie politique elle-même. La fin des professionnels de la vie politique, si vous voulez. La réappropriation par les individus eux-mêmes à égalité des leviers de décision sur la vie sociale dans tous les domaines de leur existence, y compris bien sûr, mais sans s'y réduire, leur existence au point de vue du travail, c'est-à-dire la vie économique. Donc souvenez-vous ici de la formule que je vous rappelais tout à l'heure, une société dont le principe est fondamental et le plein et libre développement des individus. Alors reconnaissons qu'avec cette formule, on peut inventer des tas de choses dans la vie sociale et dans tous les secteurs de l'existence. Alors, vous le voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est cet éclatement de la pensée par étapes qui disparaît avec la visée communiste et le combat pour la transformation sociale qui devient dès aujourd'hui le combat pour ce que Marx va appeler, et nous allons le voir dans la suite, l'émancipation humaine sous tous ses aspects, sous toutes ses facettes. L'émancipation humaine, vous savez, l'émancipation, ça a un sens encore aujourd'hui juridique, quand on émancipe un enfant, c'est-à-dire qu'au fond, d'une certaine manière, il cesse d'être mineur. Vous voyez, l'émancipation, dans le droit romain, on verra ça la prochaine fois, dans le droit romain, l'émancipation, c'était le passage de la minorité à la majorité, si vous voulez, des individus. Hein, vous savez, les enfants, et puis, hop, ils deviennent, aujourd'hui, 18 ans, si vous voulez, on devient majeur. Bon. Donc, vous voyez, l'émancipation, c'est le combat pour ne plus être traité comme un enfant, un être mineur, avec des gens ou des pouvoirs au-dessus de vous et dont vous dépendez, et dans tous les domaines de la vie. C'est sortir de sa minorité dans le travail et devenir maître de ses instruments et du temps de vie que l'on passe à l'accomplir. C'est sortir de sa minorité devant l'État et les professionnels qui prétendent se réserver l'usage de l'État et être des politiciens, et qui traitent de populisme tous ceux qui prétendent s'emparer de la politique et la faire à leur place. C'est sortir de la minorité devant le marché, tant le marché du travail, avec sa concurrence sauvage qu'il sème entre les individus, que le marché des marchandises, avec sa malbouffe, son consumérisme et son marketing. Et c'est sortir de sa minorité dans son temps libre, afin qu'il soit véritablement épanouissant. Alors vous voyez, il s'agit donc de mener une bataille d'idées pour faire exister dans la vie sociale ce que j'appellerais les individus du communisme. C'est-à-dire les individus qui se mobilisent autour de l'idée qu'il s'agit pour eux de se réapproprier toutes les puissances sociales qui aujourd'hui leur échappent et sont confisquées en quelques mains ou échappent à toutes les mains possibles, comme par exemple le marché. Le marché qui échappe même aux capitalistes privés. Vous voyez. Donc c'est les individus, ça vise à faire exister, oui c'est ça, les individus du communisme, les individus qui pensent que rien de ce qui fait l'humanité développée et civilisée d'aujourd'hui ne peut échapper à leurs décisions et à leur maîtrise. En un mot, des individus qui estiment que l'humanité peut enfin devenir maîtresse d'elle-même dans tous les aspects de sa vie et qu'elle peut décider partout et à égalité, en solidarité avec ce qu'il en est de son propre destin. Donc vous voyez, ce ne sont pas des idées médiocres là que j'anime devant vous, des idées qui ont de la hauteur et qui valent qu'on s'y voue. Vous voyez, j'ai parlé
de la nécessité de faire advenir les individus du communisme, c'est-à-dire les individus qui vont désirer et faire le communisme. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de faire grandir dans la vie sociale les exigences d'être les fossoyeurs du capitalisme, selon une formule célèbre du manifeste du Parti communiste de Marx et d'Engels. Pas seulement ses fossoyeurs, mais d'être ses successeurs, c'est-à-dire celles et ceux qui vont faire bien mieux que lui et sans lui, bien mieux que lui le capitalisme et sans lui. Pour le dire autrement, il ne s'agit pas seulement d'enterrer le capitalisme, car cela, les soviétiques l'ont fait, ils l'ont enterré le capitalisme avec l'État socialiste, et on sait que ça n'a pas marché, on sait aujourd'hui que ça n'a pas marché. Il s'agit de construire une société développée et émancipée, une société sans classe, et c'est sans précédent historique. Et avec qui la construire, si ce n'est pas d'en haut et au moyen de l'État, mais avec des individus en mouvement qui participent activement à la reprise en main de leurs propres conditions d'existence, c'est-à-dire avec toutes celles et tous ceux qui ne vont pas tomber du ciel, mais qui sont déjà là et qui peuvent devenir les acteurs de cette réappropriation. Alors, dans ce petit bouquin que j'ai écrit là, que je vais donc aussi reproduire d'une certaine manière devant vous, en le résumant et en le condensant, je résume cela d'une formule qui est: la conscience du contre ne suffit pas à donner la conscience du pour. C'est ce que le graphiste qui a mis en forme le bouquin, et il a trouvé cette phrase tellement marquante qu'il l'a mise en exergue en quelque sorte. La conscience du contre ne suffit pas à donner la conscience du pour. Il ne s'agit pas en effet seulement pour le combat communiste de parler du capitalisme en soulignant tous ses mauvais coups, et vous savez combien ils sont nombreux et douloureux. Il s'agit également de voir et de faire prendre conscience à la société de ce qui est devenu moderne et possible aujourd'hui, si les pouvoirs et les lieux de décision essentiels, autrement dit la politique, au sens fort du terme et au sens propre du terme, si les pouvoirs et les lieux de décision essentiels deviennent vraiment l'affaire de chacun et de tous. Autrement dit, le communisme n'est pas seulement un cri de douleur devant les méfaits du capitalisme, il est surtout au positif une affirmation de la puissance des forces populaires et des individus à vouloir s'approprier leurs conditions de vie pour construire leur propre avenir. Alors vous voyez, j'en termine avec mon premier point, là, qui est donc de montrer comment, je vous rappelle la démarche du premier point, qui est de rappeler donc comment, au fond, nous sommes partis de Marx, penser avec lui et pas sans lui, penser avec lui aujourd'hui, c'est-à-dire pas de la même manière qu'hier, et j'ai essayé de le développer sur un exemple, c'est-à-dire montrer la différence qu'on peut aujourd'hui établir vraiment entre la démarche politique socialiste et la démarche politique communiste. Vous voyez comment tout ça, au fond, tient dans la lecture qui a été faite et qui a été erronée pendant tout un temps d'un texte de Marx. Autrement dit, comment dans Marx, si vous voulez, il n'y a pas la pensée de Marx, c'est pas seulement de la crème chantilly pour se décorer la cervelle et la tête, et c'est pas seulement des grands mots pour briller en société, hein, ça a des implications dans la vie pratique, et selon la manière dont on le lit, eh bien, on en tire des conséquences ou d'autres. Alors je passe maintenant, après cette partie, j'en passe à la deuxième, Marx et la philosophie. Alors, la philosophie, je vais faire un rapide petit chapeau là. La philosophie, c'est une activité intellectuelle qui est née dans la Grèce antique il y a 2500 à 3000 ans.
Je n'ai évidemment pas le temps de m'arrêter, vous comprenez bien, mais ce qui est important, je crois, c'est de voir la coïncidence entre l'apparition de cette discipline intellectuelle, la philosophie. C'est la première fois que des gens sont apparus dans la société qui se sont appelés philosophes, philosophie. C'est la coïncidence entre l'apparition des premières sciences, les mathématiques, avec le grec Euclide, le grand mathématicien grec Euclide. On a les éléments d'Euclide, vous avez peut-être entendu parler de ça dans votre parcours de scolarité. Donc coïncidence avec une avancée des sciences et une avancée de la démocratie à Athènes. La démocratie à Athènes, puisque ça se passait au 5e siècle avant l'ère commune, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, et c'est là qu'a été inventée pour la première fois la démocratie comme régime politique. Autrement dit, quelle est la proximité de la philosophie et de ces deux types d'activités, de novation, la novation scientifique et la novation politique, la démocratie? C'est que pour la philosophie, comme pour les sciences, un énoncé n'est pas vrai par la qualité de celui qui le prononce. Il n'est pas vrai s'il est prononcé par un prêtre, par un dieu, par un livre contenant la parole d'un dieu, etc. Vous voyez, la philosophie ne dit pas c'est vrai parce qu'un tel l'a dit. Elle dit c'est vrai parce que c'est soumis à la délibération de tous et il faut prouver la vérité de ce qu'on affirme par la délibération de toutes et de tous. Comme dans les sciences, si vous voulez. Dans les sciences, ce qui fait la vérité d'un théorème, c'est tout simplement qu'il y a une cité des savants qui est capable de l'accepter, de le reproduire, de le comprendre, et qu'on peut l'exposer à tous, qu'il est accessible à tous si on s'en donne la peine. Ça ne veut pas dire forcément que c'est facile, mais enfin, voilà. En droit, si vous voulez, c'est une affirmation d'égalité des hommes. Tout homme, toute femme est capable de comprendre une démonstration mathématique, une démonstration scientifique, et la philosophie s'inscrit dans cette tradition. Vous voyez, il n'y a ni Dieu, ni sauveur, ni tribun, si vous voulez, pour le dire en faisant référence à l'international, mais vous voyez que ça a été dit bien avant l'international, lorsque des gens se sont appelés philosophes et sont apparus dans la vie sociale. Donc ça, c'est pour la proximité entre philosophie et science. Et la proximité entre démocratie et philosophie, c'est qu'évidemment, il s'agissait de convaincre l'Assemblée des citoyens de la justesse de son propos par des arguments fondés et non pas par de la rhétorique, par des effets de l'art oratoire, par une puissance d'intervention médiatique, on dirait aujourd'hui. Vous voyez, ce qui compte dans une démocratie, c'est qu'évidemment l'Assemblée des citoyens, puisqu'en l'occurrence c'était tous les citoyens qui y participaient, puissent être éclairés par des arguments fondés et non pas simplement séduits par des beaux parleurs ou par de la poudre aux yeux. Voilà. Donc vous voyez cette proximité entre la philosophie et d'un côté les sciences, de l'autre côté la démocratie. Alors, et encore une fois, je le répète, la philosophie suppose, dès ses débuts, même quand les sociétés antiques sont esclavagistes, elle suppose que tout homme peut comprendre, a le même esprit. C'est une idée d'égalité qui est affirmée dès ses premiers pas, et même lorsque les sociétés sont très loin d'être nourries par l'idée d'égalité, ce qui est le cas de la cité antique, où il y avait des esclaves, où les femmes n'avaient aucun droit, où les étrangers étaient tenus aussi à la lisière de la société, etc. Mais néanmoins, l'affirmation de l'égalité des hommes, le bon sens est la chose du monde la plus répandue, dira plus tard Descartes, elle est formulée
dès le début. Et elle est formulée, alors je cite au passage celui qu'on considère comme le père de la philosophie et des profs de philosophie aujourd'hui, bonjour papa, c'est Socrate. Hein. Socrate qui a été d'ailleurs mal fini, puisqu'il a été condamné par la société athénienne à mort. Hein. Il a été... Voilà. Bon, saluons-le au passage, et saluons surtout une des idées qu'il nous a léguées, et qui est que la philosophie commence par l'étonnement. Qu'est-ce qu'un philosophe? C'est un type qui s'étonne. Alors, vous allez me dire, mais s'étonner, de quoi s'étonne-t-on? Ben, on s'étonne d'habitude des choses inattendues, des choses surprenantes, des choses, vous voyez, par exemple, je sais pas moi, si on vous dit un jour, une vieille dame a mordu un chien, bon, vous direz, oui, ça c'est étonnant quand même. Ce qui est moins étonnant, c'est que le chien morde éventuellement une vieille dame, par exemple. Ça n'étonnera pas, même si c'est regrettable. Mais si vous dites un soir, c'est une vieille dame qui a mordu un chien, alors on vous dira, ça c'est étonnant, vous voyez, bon. Ben, Socrate nous dit, mais non, il ne faut pas s'étonner de ce qu'on juge couramment comme étonnant. Il faut s'étonner de tout, et y compris de ce qu'on trouve normal, de ce qu'on trouve habituel. Vous voyez, s'étonner, c'est-à-dire, en quelque sorte, mettre en cause ce que l'on fait tous les jours, par habitude, par tradition, par mode de vie familial, par routine, ou parce que la société vous impose. Hein. Autrement dit, Socrate nous dit, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été condamné à mort, parce que vous comprenez bien que c'est... Mais pourquoi c'est comme ça et pas autrement? Pourquoi ma vie est comme ça et pas autrement? Hein? Et si c'était autrement? En somme, philosopher, ça consiste à mettre des questions là où d'habitude il n'y en a pas. Là où d'habitude on marche justement à l'habitude, les réponses toutes faites que nous impose la tradition, les préjugés, etc. de notre milieu familial et social. Alors vous comprenez pourquoi le grand philosophe du XVIIIe siècle qui a fait l'encyclopédie, Diderot, avait résumé ça dans une formule qui est « hâtons-nous de rendre la philosophie populaire ». C'est ce que nous essayons de faire ce soir, et c'est ce qu'il faut faire à forte dose. Il ne faut surtout pas laisser la philosophie aux professionnels de la chose. Il faut qu'il y ait des professionnels, très bien, mais il faut surtout que ce qu'on appelle l'éducation populaire comprenne une dimension philosophique importante. Voilà. Alors, après ce rapide passage par l'origine, j'en viens à Marx. Marx et la philosophie. Comment va-t-il rencontrer la philosophie? Son itinéraire, c'est d'abord qu'il s'enflamme dans la philosophie et qu'il l'étudie dans la seconde moitié des années 1830 à Berlin, hein, puisqu'il est né à Trèves en Allemagne, et il va connaître évidemment la grande université de Berlin. Il fera une thèse sur deux philosophes de l'Antiquité, hein, je parlais de Socrate tout à l'heure, mais il y en avait d'autres, Démocrite et Épicure. À cette époque, en Allemagne, le philosophe qui domine tout, qui écrase le paysage intellectuel, c'est un philosophe qui s'appelle Hegel, H-E-G-E-L, et qui est, oui, mais vous verrez son nom là écrit, qui est mort en 1831 du choléra. Il est mort en 1831, Marx ne l'a pas connu puisqu'il est arrivé à Berlin après sa mort, mais ce que Marx va lui reprocher très vite à ce... Vous voyez, je ne sais pas, imaginez, vous voyez, Sartre, dans le magistère de Sartre, de Jean-Paul Sartre, dans les années 70 en France. Tous ceux qui font de la philosophie ou qui lisent de la philosophie se déterminent par rapport à Sartre. Voilà. L'être et le néant, la critique de la raison dialectique, etc., etc. Et un auteur polyvalent, puisqu'il écrit des romans, il écrit du théâtre, etc. Vous voyez, un auteur qui domine la vie intellectuelle, et donc, dès que vous êtes participé à ça,
vous le lisez, vous vous situez par rapport à lui. Ben, c'est ce qui va se passer pour Marx, le jeune Marx, par rapport à Hegel. Et ce qu'il va très vite lui reprocher, c'est d'être idéaliste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, idéaliste? Ça veut dire d'accorder à ce qui est idée une vertu explicative et première de tout ce qui se produit dans le monde. C'est-à-dire que ce sont les idées qui mènent le monde, sans que l'on sache jamais ce qui mène les idées, sans même qu'il y ait un sens à se poser la question, qu'est-ce qui mène les idées? Vous voyez, ce sont les idées qui s'incarnent en quelque sorte progressivement dans le monde. Alors, donc, je vais essayer d'expliquer l'idéalisme de Hegel. C'est-à-dire que, si vous voulez, les idées existent d'abord comme des idées abstraites et elles se servent des hommes et de leurs passions pour s'incarner dans la réalité. Alors, je vais prendre un exemple. L'histoire des humains, l'histoire des sociétés humaines pour Hegel, c'est l'histoire de la venue au monde, de la concrétisation de l'idée de liberté. Alors pourquoi? Quand on regarde sur la distance des millénaires, les sociétés, l'existence des sociétés humaines, ce qui saute aux yeux, c'est un inextricable fouillis de coutumes, de mœurs, de civilisations, d'empires, d'états, de civilisations qui grandissent puis qui meurent, d'autres qui prennent le relais, de guerre, de paix, etc. Et quand on regarde ça, on est d'abord évidemment saisi, on se dit, oh là là, c'est un tel fouillis qu'il n'y a pas moyen de mettre de l'ordre là-dedans. Ça n'a pas de sens. Or, dit Hegel, si on regarde bien, on finit par découvrir un ordre qui est la venue au monde de l'idée de liberté. Alors, comment a-t-elle pris cette idée pour venir au monde? Eh bien, voilà, au départ, nous dit Hegel, si on regarde les premières sociétés, on appelle les sociétés qu'il appelle, lui, les sociétés orientales, on est frappé par le fait que ce sont des sociétés despotiques. Il y en a un seul qui est libre, le despote, et tous les autres lui sont soumis. Puis après, si on regarde en Grèce et dans l'Antiquité romaine, alors là, on voit qu'il y a quelques-uns qui sont libres et d'autres qui ne le sont pas, les femmes, etc., etc. Et puis, si on regarde le christianisme, la doctrine du Christ, alors on voit que là, c'est l'homme en tant qu'homme qui est défini par sa liberté. Et si on poursuit l'histoire, alors on voit que cet idéal de liberté va se réaliser dans l'histoire avec la Révolution française, donc vous voyez, ça va mettre du temps, la Révolution française et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Vous connaissez ça. Autrement dit, vous voyez, si on considère les sociétés humaines, on est d'abord noyé dans un immense fatras d'événements qui paraît dépourvu de sens et on a du mal à trouver un ordre là-dedans. Mais, dit Hegel, si on prend du recul, alors on voit combien cet immense manteau d'arlequin est en fait organisé et constitue une venue au monde progressive de l'idée. Au départ, ce n'est qu'une idée abstraite, mais elle s'incarne dans le monde, elle devient concrète et universelle en devenant, si vous voulez, en devenant monde. La liberté devient monde, exigence sociale, exigence humaine, vous voyez, alors qu'au départ, elle est une idée abstraite. Alors, on voit donc comment il y a une unité dans ce désordre, dans ce fatras. Il y a une raison dans ce qui paraît au premier regard absurde et sans raison. Donc au départ, un seul est libre, puis quelques-uns sont libres, puis l'homme en tant qu'homme est libre, autrement dit, tout être humain est libre, et puis ensuite, il faudra une longue construction pour que ça existe, en quelque sorte, dans les faits, pour que ce soit proclamé urbi et orbi avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et vous voyez comment, pour Hegel, la Révolution française a été
a été salué comme un événement majeur. J'ajoute d'ailleurs que Hegel était prof de philosophie à Jena, en Allemagne, et vous savez, en 1804, et vous savez que en 1804, justement, il y a une bataille célèbre menée par Napoléon à Jena, hein, et Hegel est à la fois terrorisé, parce qu'à l'époque, il écrit son grand livre, La phénoménologie de l'esprit, donc il a les pages, et quand il voit le sort réservé aux populations locales par les soudards de l'armée française, il est très inquiet pour son manuscrit, donc il se sauve en emportant son manuscrit dans les doublures de sa veste, et en même temps, il est sidéré de voir passer Napoléon sur son cheval, qu'il va appeler l'âme du monde à cheval, parce qu'à l'époque, Napoléon est conçu comme un Robespierre à cheval. C'est-à-dire qu'il exporte dans une Europe monarchique, par la guerre, il exporte les principes et il fait régner les principes de la Révolution française, et donc de l'égalité, etc. La formule Robespierre à cheval appliquée à Napoléon, c'est une formule de Madame de Staël, qui le détestait. Mais vous voyez qu'il savait aussi le reconnaître. Elle le détestait en disant Robespierre, évidemment. Robespierre à cheval, bon, voilà. Alors après, il y aura l'Empire, tout ça, bon, ça va. Mais vous voyez, en tout cas, au début, Napoléon n'était pas chaudement accueilli, voilà. Et donc, l'âme du monde à cheval, c'est, si vous voulez, l'âme du monde, c'est-à-dire ce qui exprime en ce moment même, là, je vois passer ce qui est l'âme, c'est-à-dire l'aspect le plus lumineux, c'est-à-dire la liberté en marche, quoi, vous voyez, voilà. Donc, vous voyez, si je reprends ça, vous voyez, l'idée, vous avez compris, l'idée est le démiurge du réel. Elle est ce qui se donne un corps, elle utilise les hommes et leurs passions, leur colère, leur guerre, leur paix, etc., leur société, elle utilise les hommes pour se réaliser dans la réalité. Voilà en quelque sorte une explication idéaliste de l'histoire. Idéaliste. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est l'idée qui, en quelque sorte, s'incarne. Et ce que va dire tout de suite Marx, et pour ça il va critiquer Hegel, il va dire, mais non, ça c'est une vision religieuse. L'incarnation, vous voyez, c'est une idée religieuse, c'est une idée chrétienne. C'est Dieu qui s'incarne dans son Fils, dans l'homme, si vous voulez. Autrement dit, le schéma idéaliste est un schéma religieux à peine laïcisé. Vous voyez ce que je veux dire? Même si on n'a pas de Dieu, on conserve le schéma par lequel l'idée fabrique le monde. L'idée devient le corps du monde social. Voilà. Donc ça, que l'idée se serve des hommes comme de matériaux pour son auto-réalisation relève de la mystification idéaliste. Voilà ce que Marx va très vite repérer. Alors, c'est frappant de voir qu'il faut bien voir ce qui se joue là. Parce que Marx n'a pas 30 ans quand il saisit ça et qu'il devient... Vous voyez, c'est un petit peu comme... vous détruisez l'idole du moment, là. Hein. Vous détruisez le Dieu vivant de la pensée de l'époque, Hegel, et vous dites, non, c'est du pipi de chat. C'est intéressant, mais c'est... Voilà. Donc, vous voyez, à 30 ans, critiquer le maître à penser du moment, c'était se condamner à renoncer à l'enseignement à l'université, par exemple. Ce sera bientôt, dans la Prusse réactionnaire de l'époque, l'expatriation forcée de Marx et de sa famille vers la France. En 1844, il arrive à Paris, et ça va être le début pour lui d'une longue existence de vie de proscrit. Il va être chassé de partout avant de s'établir en 1849 à Londres. Donc vous voyez, je le note une fois pour toutes, mais pour mettre un petit peu de chair, c'est pas seulement des idées, Marx, c'est aussi un homme. Vous avez peut-être vu le film de Raoul Peck, hein, la vie du jeune Karl Marx, c'est très très bien montré.
la vie de Marx sera déterminée par une absence chronique d'argent, une terrible misère. Heureusement qu'il y a Engels. Comment? Heureusement qu'il y a Engels. Oui, c'est Engels qui, lui, a un père, enfin, qui a des ressources, qui va le nourrir, très souvent. Terrible misère, la maladie, la mort en bas âge de plusieurs de ses enfants par la misère. Vous voyez, donc, ce sera la perte de multiples avantages, si j'ose dire, qu'il aurait obtenu facilement s'il s'était contenté d'une reconnaissance bourgeoise de ses mérites. Vous voyez, voilà, on l'aurait salué, etc. Et vous comprenez bien que dans tout ça, il n'y a pas seulement une affaire de théorie, mais il y a les engagements d'une vie qui se décident et qui se déclinent dès la jeunesse de Marx. Parce que il va lui falloir du courage. Marx est le fils d'un juriste d'une grande famille juive et qui s'était converti pour pouvoir exercer son métier de magistrat. Donc, bourgeoisie, famille bourgeoise. Il va épouser Jenny von Westphalen, une femme très belle, mais une aristocrate. Là aussi, bon. Et puis, il va bientôt se lier d'une amitié indéfectible avec Friedrich Engels. Et Engels est le fils, lui, d'un très très grand patron allemand, un mec du CAC 40, si vous voulez, on pourrait dire à l'époque, qui a des filatures en Allemagne et en Angleterre, à Manchester. Alors vous voyez que rien dans les milieux familiaux de ces trois personnes ne les prédisposait vraiment à devenir des penseurs et des acteurs du communisme. Donc il faut souligner là quand même le côté courageux, incontestablement, et le côté un peu sacrifice, vous voyez, de ces engagements de jeunesse qui commencent là. Alors, j'ai parlé de Hegel, je voudrais dire à présent que cette rupture, cette critique de Hegel va être suivie en même temps, mais tout ça va se faire en même temps un petit peu, tout ça n'est pas dans l'ordre chronologique, mais elle va être suivie chez le jeune Marx, toujours étudiant, par son passage dans le sillage d'une autre figure de la philosophie allemande qui s'appelle Feuerbach. Le passage, vous voyez, je suis à 2B, le jeune Marx et la philosophie, un passage momentané par le matérialisme de Feuerbach, mais ici encore, déception. Alors, je n'ai pas encore montré la déception, mais je voudrais vous expliquer ce que c'est que le matérialisme de Feuerbach, qui va plaire à Marx à un moment. Alors, le matérialisme, Feuerbach est un autre grand philosophe allemand, Ludwig Feuerbach, qui est, lui, matérialiste, qui se définit ouvertement comme matérialiste. Et c'est un petit peu comme si Marx avait d'abord fait ses courses dans un magasin, puis avait traversé la rue, je ne sais pas si on peut dire ça sans faire référence à Macron, et était allé dans la boutique adverse pour passer au matérialisme. Il rencontre Feuerbach. Feuerbach est un philosophe allemand qui vient de publier en 1841, donc vous voyez toute la jeunesse étudiante de Marx, un livre qui s'appelle « L'essence du christianisme ». L'essence du christianisme. Et dans ce livre, il opère une critique de la religion, une critique de la conscience religieuse. C'est-à-dire que, pour le dire en quelques mots, et sans pouvoir m'y arrêter autant que Feuerbach le mériterait, pour le croyant, c'est Dieu qui est le créateur et l'homme qui est sa créature. Eh bien, Feuerbach va montrer que l'ordre véritable est inverse. Ce sont les hommes qui ont inventé les dieux, et c'est autrement dit, c'est eux les créateurs, et les dieux leurs créatures. À l'inverse du discours religieux, où ce sont les dieux qui sont les créateurs, les dieux ou le Dieu qui sont les créateurs, et les hommes les créatures. Vous voyez, et il le montre, Feuerbach, en disant, mais ce que les hommes mettent
dans leur idée de Dieu, c'est quoi? Dans l'idée de Dieu, ils mettent l'idée de Dieu, qu'est-ce qu'il est pour le croyant? Il est tout-puissant, il est omniscient, il est tout amour. Bon. Eh bien, Feuerbach montre qu'au fond, puissance, savoir, amour, ce sont des caractéristiques de l'espèce humaine. Ce sont des caractéristiques de... Bon, nous sommes tous, non pas tout-puissants, mais puissants. Nous sommes tous, non pas omniscients, c'est-à-dire sachant tout, mais nous savons un peu de choses, alors, selon... Bon. Et puis, amour, ben, l'amour, c'est aussi une réalité humaine. Mais il n'y a pas que l'amour chez les humains, il y a aussi la haine. Vous voyez, tandis que chez les dieux, il n'y a que l'amour. Donc, vous voyez, au fond, quel est le contenu de la notion de Dieu? Ben, c'est simplement des traits de l'espèce humaine qui sont attribués à un autre être que les hommes et qui sont portés à l'absolu dans cette conscience religieuse divine. Donc, vous voyez, c'est l'individu humain qui projette hors de lui, dans un Dieu, dans un être distinct de lui, les caractéristiques essentielles de l'espèce humaine. Autrement dit, comme le dit Feuerbach, dans la religion, le croyant a une conscience aliénée de lui-même. Retenez le mot aliéné. Aliéné, c'est-à-dire, rien à voir avec le terme mental, si vous voulez, hein, la psychiatrie ou quoi, ou qu'est-ce, hein. L'aliénation, dans le mot aliénation, il y a le mot autre. C'est se voir soi-même comme un autre. Vous voyez, ben, c'est ça. Le croyant, il se voit lui-même sous les espèces d'un autre. Si Dieu, ce n'est rien d'autre que les traits principaux de l'espèce humaine portés à l'absolu, alors s'agenouiller devant Dieu, c'est s'agenouiller devant l'espèce humaine portée à l'absolu. Vous voyez? Mais simplement, c'est attribué, ces qualités de l'espèce humaine sont attribuées à un être extérieur aux hommes et qui, en quelque sorte, se retourne puisqu'il devient le créateur et les hommes la créature. Vous voyez, aliénation, je dis ça parce qu'on reverra la prochaine fois ce terme, repris par Marx, mais pour signifier tout à fait autre chose. Mais aliénation, l'idée de devenir autre, vous voyez, là, c'est quelque chose qu'il va trouver dans Feuerbach, et qui est ceci, c'est que Dieu, ce n'est rien d'autre que l'homme vécu comme un autre que l'homme. Vous voyez? Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, ça voilà. Bon. Donc, vous voyez, les deux concepts majeurs de Feuerbach, c'est celui de projection, projeté hors de soi, hein, et celui d'aliénation. Voilà. On le reverra, aliénation, plus tard, mais vous verrez dans des conditions très différentes. Donc, vous voyez, Marx cherche sa pensée. Il se fournit d'abord, comme nous faisons tous, hein, dans les pensées disponibles de l'époque, dans Hegel, le grand maître, dans Feuerbach, autre grand maître, moins que Hegel, mais quand même grand maître, avec ce livre, L'essence du christianisme, qui va marquer. Et vous voyez, Marx va donc être intensément feuerbachien, si j'ose dire, vous voyez, donc disciple de Feuerbach pour quelques mois. Mais il va très vite abandonner ce point de vue. D'abord parce que, vous le voyez, la pensée de Feuerbach est construite comme une critique de la religion. Or, Marx pense que la critique de la religion, elle a été faite au siècle précédent, au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. C'est là que la religion a reçu un coup mortel. Donc il dit, Feuerbach nous aide, mais la lutte religieuse aujourd'hui s'est dépassée. Ce qui compte, c'est la lutte politique. Ce qui va passionner Marx, c'est la lutte politique. Et il va trouver Feuerbach et son acharnement à rester sur la religion comme un peu archaïque, comme un peu dépassé par le mouvement des idées. Voilà. Donc, je résume notre itinéraire là où nous en sommes aujourd'hui. 1. Non à Hegel, philosophe idéaliste et qui déguise de la religion en philosophie.
Non à Feuerbach, puisque philosophe matérialiste, certes, mais un peu retardataire par le fait qu'il reste fixé sur la religion. Et Marx va l'affirmer le plus crûment possible. Ça va, j'ai encore... Encore 2 heures. Va l'affirmer le plus crûment possible en disant: les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde, ce qui importe, c'est de le transformer. Oui, c'est la phrase que je vous ai mise en haut de la page 2 du plan. Nous en sommes là, dans ce... Voilà. Autrement dit, non... Oui. On se donne encore combien de temps? 5 minutes? 10 minutes? Non? Ça vous va? Temps de finir le 2. On finit le 2, d'accord. Oh, j'aurais bien voulu qu'on fasse le texte là qui suive. Non, vous êtes... vous aussi, vous en avez marre, on arrête. Hein. Moi, je suis à votre disposition. Écoute, on va jusqu'au 3, puis on pose la question. D'accord. C'est même embêtant, celui comme nous. Donc, comprenons bien hein, ce que le... Ce que la formule veut dire. Hein. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde, ce qui importe est de le transformer. C'est une formule qu'il faut bien comprendre. Elle ne veut pas dire, contrairement à ce qu'on prétend parfois avec mauvaise foi, les philosophes n'ont fait que chercher à comprendre le monde, mais comprendre le monde n'est pas important, ce qui importe c'est la transformation du monde. La formule ne dit pas ça. Interpréter, c'est pas comprendre. Hein. Vous voyez, sinon, Marx serait, comme on dit aujourd'hui, un pragmatique. Le pragmatisme, c'est ceux qui disent « ce qui compte, c'est de réussir ». Peu importe, il n'y a pas besoin de comprendre, ce qui compte, c'est de réussir ce qu'on entreprend. Voilà. Alors Marx ne dit pas « il ne faut pas chercher à comprendre le monde ». Il dit simplement « chaque philosophe apporte son interprétation du monde ». Son regard sur le monde. Et effectivement, quand vous lisez un livre de philosophie aujourd'hui, et que vous l'ouvrez, vous voyez que, en général, tout le début, ça consiste, par le philosophe qui l'a écrit, à dire « je vais vous faire le point de la question que je traite ». Vous voyez, si vous écrivez un livre sur le corps, par exemple, le rôle du corps, etc. Bon, alors voilà, c'est ça le sujet de votre livre, ou si c'est n'importe quel autre sujet philosophique sur le monde, alors vous dites, voilà ce qu'on a dit avant moi sur le sujet, voilà les interprétations qu'on a faites avant moi sur le sujet, voilà comment on a pensé le sujet. Et puis moi, je vais vous montrer les limites des interprétations précédentes, et moi je vais vous donner une interprétation qui va plus loin que les précédentes. Mais c'est toujours une autre interprétation du monde. Vous voyez? Or, ce que va montrer Marx, c'est que on ne peut pas se contenter d'échanger des interprétations du monde contre une autre interprétation du monde, sous prétexte qu'elle est plus récente, qu'elle vient de sortir, qu'elle est plus brillante, qu'elle dépasse peut-être les précédentes. Ce qui compte, ce n'est pas d'interpréter le monde, de dégager son sens. Ce qui compte, c'est de le transformer. Et donc de trouver dans la réalité des outils, de forger des outils intellectuels pour transformer la réalité de ce monde. Donc, vous voyez, la philosophie, les philosophes, Hegel, Feuerbach, vous proposent au fond de regarder le monde avec une autre interprétation que celle qu'on avait avant eux. Et pour le problème de Marx, c'est de ne pas se satisfaire du monde tel qu'il est et de travailler à sa transformation, ce qui implique effectivement de trouver dans le monde des moyens de le transformer. Voilà. C'est se forger donc des outils intellectuels. Des outils intellectuels au sens fort du mot outil. Il ne s'agit pas seulement d'interpréter, mais il s'agit de transformer. Donc vous voyez, le problème, ce sera de trouver des moyens de compréhension permettant de passer en pensée comme en acte à une attitude transformatrice de la réalité. Le problème, c'est de se nourrir des contradictions dramatiques du monde réel
pour travailler à les dépasser en pensée et en action. Pour cela, il faudra partir du monde réel et pas des idées qu'on s'en fait. Il faudra donc être matérialiste. C'est le terme qu'on va maintenant explorer, qu'on a déjà un peu exploré avec Furbar, mais qu'on va explorer maintenant. Il faudra donc être matérialiste et il faudra trouver dans le monde des éléments sur lesquels on peut s'appuyer, en particulier des contradictions, qu'on peut saisir pour faire bouger cette réalité telle qu'elle existe, pour la faire bouger jusqu'à la transformer. Il faudra donc être dialecticien. Un mot nouveau que j'introduis là, et voilà. Donc il faudra penser le monde dans sa réalité, être matérialiste, pas s'en tenir aux idées sur le monde. Et puis il faudra trouver dans le monde des contradictions, c'est-à-dire qu'il faut saisir et déployer et développer. Ce sera ce que Marx va appeler la dialectique. Être dialecticien. Penser en matérialiste, penser en dialecticien, vous avez là les éléments principaux de la démarche de Marx. Alors, qu'est-ce que je fais là? J'arrête ou je continue un petit peu encore? Vous n'en avez pas trop marre, ça, hein? Oui, j'avais mal dosé mon truc parce que je... Mais bon, excuse-moi. Alors, donc qu'est-ce que c'est le matérialisme? Marx, c'est la philosophie matérialiste. On est venu pour ça. Comment? On est venu pour ça. Bon. Alors, on pourrait s'interroger sur qu'est-ce qu'être matérialiste, que le mot, vous le rencontrez parfois dans la vie courante. Qu'est-ce que c'est qu'un gars qui vous dit moi je suis matérialiste, hein? Ça veut dire, moi, ce qui compte, c'est le fric, c'est la réussite sociale, tout le reste, les idéaux, les valeurs, tout ça, c'est du pipi de chat, ça compte pas. Rien à voir, ça, avec le matérialisme en philosophie. Hein. Y a un mot, le mot matérialisme existe dans la vie courante, hein, mais c'est pas du tout ce que Au fond, depuis que la philosophie existe, il y a une opposition entre ceux qu'on appelle les idéalistes et ceux qu'on appelle les matérialistes. C'est très frappant de voir que, depuis le début, ce sont l'histoire de la philosophie, dira un philosophe qui s'appelle Kant, c'est un champ de bataille, Kampfplatz. C'est un champ de bataille entre l'idéalisme et le matérialisme. C'est-à-dire entre ceux qui expliquent que c'est l'idée, c'est l'esprit qui est essentiel et qui informe le monde, et ceux qui disent à l'inverse, c'est le monde qui nourrit les idées. C'est ce qu'on vit, hein, c'est pour ça que je vous ai dit la phrase de Marx après, c'est pas la conscience qui détermine la vie, c'est la vie qui détermine la conscience. Hein. Pour comprendre ce que les gens pensent, il faut partir de ce qu'ils vivent. Voilà, pour le dire autrement. Alors, c'est quoi la position matérialiste? Je la synthétise très, très rapidement. C'est l'idée que l'univers matériel a d'abord existé sans la pensée, c'est-à-dire avant les hommes. L'univers matériel a existé avant l'apparition des humains parmi toutes les espèces vivantes. Autrement dit, c'est bien la matière dont le monde est fait et qui est initialement non pensante, qui va produire la pensée à partir de toute une série de phases dont les sciences, Darwin, etc., s'occupent à nous rendre compte. Vous voyez, il y a d'abord eu de la matière, et c'est en quelque sorte le développement de cette matière sans pensée qui va produire de la matière capable de penser. Voilà. Vous voyez un peu l'idée. La pensée, autrement dit, le matérialisme est une attitude intellectuelle qui part du principe que la matière est première par rapport à la pensée humaine ou par rapport à l'esprit, à la conscience, toutes les choses spirituelles ou intellectuelles qu'on peut dire. Ça, c'est assez irréfutable quand on regarde le mouvement des sciences. La pensée, autrement dit, n'est donc pas autre chose
que la matière, même si elle en est une forme extrêmement complexe. Autrement dit, elle n'est pas à part, elle n'est pas au-dessus, elle ne vient pas d'ailleurs, comme le prétend l'idéalisme, elle ne vient pas d'en haut, elle ne vient pas d'ailleurs parce qu'il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a pas d'au-delà. Il n'y a qu'un univers matériel dont nous faisons universellement, intégralement partie. Nous, les humains, nous avons conscience du monde, nous arrivons à le penser, à le connaître, et cela n'a rien d'un mystère ni d'un miracle. C'est lié à l'existence de capacités cérébrales qui sont apparues et qui se sont formées au cours de la longue évolution des espèces vivantes. Et les sciences nous renseignent sur ce point. Elles nous disent, par exemple, je reprends une formule d'un grand préhistorien, André Leroi-Gourhan, qui dit « l'humanité a commencé par les pieds ». L'humanité a commencé par les pieds. C'est-à-dire quoi ? L'humanité a commencé par la conquête de la station droite, de la bipédie. Elle a commencé par la conquête de la bipédie, de la station droite. Pourquoi ? Représentez-vous un animal, je ne sais pas s'il n'y a pas de... Bon. Représentez-vous très simplement un animal, vous voyez que les membres antérieurs et postérieurs servent à quoi ? Servent à la locomotion. Et c'est la gueule qui sert à la préhension. Avec quoi est-ce que les animaux saisissent ? Avec leur gueule. Bon, hein, si on prend des choses très simples. Et à grands coups de serpe pour aller vite. Donc, vous voyez, la station droite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire libération de la main des contraintes de la locomotion. Vous marchez sur vos deux pieds, vous vous déplacez sur les deux pieds, et vous avez une main avec un pouce opposable, parce que vous n'avez pas au pied. Et donc la main va pouvoir saisir, va pouvoir prendre, c'est-à-dire, vous voyez arriver quoi là ? Vous voyez arriver l'outil, l'appréhension. Donc la station droite libère la main des contraintes de la locomotion et lui permet de saisir, et donc de fabriquer des outils. Comme le disait Pierre Janet, tous les outils ont un manche. Un manche, c'est-à-dire pour être tenu par la main. Tous les outils des machines, c'est plus compliqué après. Voilà. Mais bon, voilà. Donc, la bipédie libère la main des contraintes de la locomotion et fait apparaître la capacité de préhension. Et la station droite permet aussi une autre suspension de la boîte crânienne par en dessous, un glissement du trou occipital par en dessous, et amène à une modification de la structure osseuse du crâne, c'est-à-dire amène la boîte crânienne avec une face courte, sans canine offensive, et une vaste cavité osseuse dans laquelle pourra se glisser un cerveau plus volumineux et qui pourra être équipé pour le langage. Donc vous voyez, si j'ajoute à ça que c'est la station droite qui fait que l'enfant humain, le petit homme, naît en quelque sorte de façon prématurée, ce qui inclut une finition de l'organisme en dehors du ventre maternel, à cause de la taille de son cerveau, ce qui inclut un cerveau intégralement développé ne passerait pas, en quelque sorte, dans les eaux du bassin. Alors si vous prenez ça, la station droite, libération de la main, équipement cérébral permettant le langage et permettant la reproduction de l'espèce à travers un petit homme qui naît en quelque sorte prématuré et qui se termine en dehors de l'organisme, eh bien vous avez donc Le geste et la parole, c'est le titre d'un très beau livre de Leroi-Gourhan, Le geste et la parole. Le geste et la parole, et la reproduction de l'espèce du petit homme. Vous voyez, autrement dit, ça, ce sont les conditions biologiques, et puis il y a une condition sociale évidemment essentielle, c'est qu'on ne pense pas tout seul et en dehors de la société.
Dès lors que la pensée se fait par le langage est adressé à d'autres. Et comme en plus, il n'y a pas de premier homme, hein, puisque tout homme doit avoir des parents, sinon on ne sait pas comment il est là. Vous savez, c'est le problème que les peintres ont rencontré à la Renaissance. Comment peindre Adam? Puisqu'Adam n'a pas de nombril, en quelque sorte. Vous voyez? Bon. Donc, voilà. Donc, vous voyez, toutes ces remarques, considérations sont vite faites pour aboutir au fait que, donc, l'humanité a commencé par les pieds et que l'humanité est d'emblée sociale. Bien, voilà les affirmations, en quelque sorte, qui caractérisent le matérialisme et qui aboutissent à cette formule, donc, résumant tout ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, c'est la vie qui détermine la conscience, et c'est ça qui fait la position matérialiste. Marx a encore dit, ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. Vous voyez, hein? Les êtres humains pensent à partir de ce qu'ils vivent. Alors ça ne veut pas dire que la conscience et la prise de conscience n'a pas d'importance. Parce que vous voyez, le matérialisme, là je viens de vous expliquer qu'au fond, la conscience, la pensée, tout ce qui est les productions intellectuelles ou spirituelles, sont produites à partir de la non-pensée, si vous voulez. Vous voyez, bon, c'est la vie qui détermine la conscience. Mais en même temps, nous savons bien dans la vie courante que la prise de conscience est quelque chose qui pèse. Vous voyez, donc la position matérialiste ne revient pas à dire la conscience est donc complètement sans intérêt, vous voyez, etc. Non, non, pas du tout, au contraire. Au contraire, il faut comprendre, pour comprendre ce que les gens pensent, il faut partir de ce dont ils vivent. Mais ça ne suffit pas de partir de ce dont ils vivent. Il faut aussi étudier ce dont ils ont conscience. Par exemple, Marx fera une distinction entre ce qu'il appellera, vous savez donc, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours et l'histoire de la lutte de classe. Eh bien, Marx distinguera soigneusement ce qu'il appellera la classe sociale en soi et la classe sociale pour soi. En soi, pour soi. Bon, c'est des termes hegeliens, ça, hein, voilà pourquoi il dit ça. Ben, la classe en soi, c'est quoi? La classe ouvrière en soi, c'est une donnée objective, c'est une donnée réelle de fait, c'est une donnée sociologique. En France, aujourd'hui, il y a tant de pourcents d'ouvriers, il y a tant de pourcents d'employés, il y a tant de pourcents, etc. Une fois que vous avez défini vos catégories socio-professionnelles, vous pouvez les définir en voyant la place, l'importance respective de chacune d'entre elles. Ça, c'est la classe en soi. Les classes sociales en soi, ben, ça veut dire, voilà la description sociologique, voilà la description de la société telle qu'on peut la faire, et il y a, voilà, si on prend ces catégories-là, voilà. Et la classe sociale pour soi, c'est le fait que, vous voyez, vous pouvez être ouvrier, mais avoir sur vous, vous êtes en soi ouvrier, mais avoir sur vous le regard du patronat, le regard de la banque, le regard de tout ce que vous voulez. Autrement dit, vous pouvez, la classe sociale pour soi est aussi importante que la classe sociale en soi. Pour soi, ça veut dire que si je suis ouvrier, alors si j'ai la conscience, si je m'inscris dans la classe pour soi, comme dit Marx, ça veut dire qu'alors j'ai conscience du fait que j'ai pris conscience du fait que dans la société, la classe ouvrière a un rôle particulier, politique, etc. La classe ouvrière, celle des travailleurs, si on veut être plus généralement comme ça. C'est-à-dire, c'est celui qui s'appréhende comme sujet. Il n'est pas seulement objet. C'est-à-dire, voilà, il se trouve que je suis ouvrier, je travaille en usine, voilà. Les sociologues me mettront donc dans la catégorie classe sociale en soi ouvrière, classe ouvrière. Mais si je pense que les classes sociales ont un intérêt dans la lutte politique et que ce sont elles qui interviennent dans la classe politique, dans la bataille politique,
alors ça veut dire cette fois que je suis un sujet de ma propre vie, que je décide de ma propre vie. Je ne suis plus seulement une donnée sociologique. Je suis un ouvrier. Non, je suis un ouvrier qui a pris conscience qu'être un ouvrier pouvait jouer un rôle, etc., etc. Vous voyez, en soi, pour soi. Donc vous voyez, la position matérialiste ne revient pas du tout à dire que sinon, je ne sais pas ce qu'on ferait là, que les choses intellectuelles n'ont pas d'importance, qu'il suffit de vivre pour comprendre, pour avoir conscience, etc. Non, justement non, parce que le capitalisme, justement, se dissimule dans sa réalité et dans sa vérité. Alors, puisque j'en suis à la fin du 2 là, je vais reprendre à 3 la prochaine fois, mais je voudrais qu'on essaye, si vous en êtes d'accord, qu'on lise ensemble le texte qui est là. On ne fera que le lire, hein, et puis on le lit ensemble, et puis la prochaine fois, on commencera par là. Hein? Je regarde le chef, là. Oui, tout à fait. Alors, voilà. Lisez ce texte en voyant que c'est un texte très peu connu de Marx, parce qu'il a été publié dans un journal ouvrier anglais, hein, en 1856. Vous voyez, c'est un discours qu'a fait Marx à ses ouvriers pour le jubilé de leur journal. People's Paper, ça veut dire le journal du peuple, le quotidien du peuple, si vous voulez, le journal du peuple. Et voici ce qu'il leur dit. Alors, vous allez voir, il s'agit du 19e siècle, mais en le lisant, demandez-vous si ce n'est pas la même chose au 20e, parce que nous allons finalement penser aujourd'hui. Demandez-vous si ce texte-là n'est pas valable pour le 20e. Alors, je le lis et on le lit ensemble. Il y a un fait important, caractéristique de notre 19e siècle, un fait qu'aucun parti n'ose nier. D'un côté, les forces industrielles et scientifiques se sont éveillées, ce qu'aucune époque antérieure de l'histoire humaine n'avait soupçonné. De l'autre côté, il y a de tels signes de déclin qu'ils éclipsent les horreurs rapportées à propos de la dernière période de l'Empire romain. De nos jours, chaque chose paraît grosse de son contraire. De nos jours, chaque chose paraît grosse de son contraire. Et il va expliquer. Les machines, douées du merveilleux pouvoir de raccourcir et de rendre plus fécond le travail humain, le font dépérir et le consument jusqu'à l'épuisement. Les nouvelles sources de richesse se changent par un étrange sortilège en autant de sources de détresse. On dirait que les conquêtes de la science doivent être payées du renoncement à tout ce qui a du caractère. Plus l'humanité maîtrise la nature, plus l'homme semble asservi à ses semblables ou à sa propre infamie. Même la lumière pure de la science semble ne pouvoir luire que sur le fond obscur de l'ignorance. Toutes nos inventions et tous nos progrès semblent avoir pour résultat de doter de vie intellectuelle les forces matérielles et de ravaler la vie humaine au niveau d'une force matérielle. Cet antagonisme de l'industrie et de la science moderne face à la misère et à la décadence moderne, cet antagonisme entre les forces productives et les rapports sociaux de notre époque est un fait tangible, péremptoire, incontestable. Certains partis peuvent s'en lamenter, et d'autres rêver qu'en nous délivrant des modernes progrès des techniques, nous nous délivrerions des conflits modernes. Il leur est loisible de s'imaginer qu'un aussi spectaculaire progrès de l'industrie ne peut parvenir à son accomplissement sans s'accompagner d'une régression tout aussi spectaculaire en politique. Pour notre part,
Nous ne pouvons nous méprendre sur la figure de cet esprit malin, sans cesse à l'œuvre dans toutes ses contradictions. Nous savons que les forces nouvelles de la société, pour devenir véritablement agissantes, ont besoin d'une seule chose, que des hommes nouveaux s'en rendent maîtres. Et ces hommes, ce sont les ouvriers. Ils sont tout autant une invention des temps modernes que les machines elles-mêmes. Pas mal, hein? Bon, on discute là, on arrête là. On arrête là pour... Hein, je crois que c'est bien. 2 heures. Les deux, d'accord. On arrête. Alors je reprendrai là la prochaine fois. La prochaine fois, on verra ça. Et puis, on verra le fétichisme, le fétichisme dans la société capitaliste. On verra, par exemple, ce qui fait que le salaire, pour beaucoup de gens, apparaît quand on définit. Définissez-vous, comment vous définiriez le salaire? Le salaire, c'est le prix qui m'est donné pour mon travail. Le salaire, c'est le prix du travail. Or, Marx va nous montrer que si c'est ça, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Tu donnes ton travail, on te donne du salaire, donc il n'y a pas d'exploitation capitaliste, c'est donnant-donnant. Tu me donnes une chose, je te donne l'équivalent en argent. Mais on va voir comment justement ce que le travailleur vend, c'est pas du travail, c'est sa force de travail, c'est pas la même chose. On va voir ça la prochaine fois. Mais comment ça n'apparaît pas à la surface du capitalisme? Comment, autrement dit, les catégories du droit, le contrat d'embauche que l'on signe, fait disparaître, transforme en simple marché, tu me donnes ça, je te donne ça, donc équivalent contre équivalent, dissimule, maquille ce qui est l'exploitation du travail. On verra ce que veut dire aliénation chez Marx, et ce que veut dire émancipation humaine chez Marx. Voilà. Et j'espère qu'ainsi on aura balayé, là nous sommes toujours dans les préludes, mais j'espère qu'ainsi on aura balayé un peu des choses qui vous intéresseront, en tout cas, voilà, qui vous donneront envie de lire Marx, hein, parce qu'il faut s'y mettre, hein, c'est pas... Voilà. Merci de votre gentillesse et de votre... Éventuellement, le débat est ouvert. Ah oui, bien sûr, si vous avez des... Deuxième séance dans 15 jours, on peut repartir chez nous. Hein. C'est-à-dire... On n'est pas obligé de rester ici. Hein. Ah oui, oui, pour 15 jours, oui, d'accord. Je vous ai mis... Je vais juste vous dire, je vous ai donné 2 autres petits textes, là. Voilà. Le document numéro 1. Vous voyez, c'est un document... C'est un texte de Lucien Sèvres, ce sont 2 textes de Lucien Sèvres, d'ailleurs, que je vous donne, Lucien Sèvres étant un grand spécialiste de la pensée de Marx aujourd'hui, qui montre comment, à travers les mots, vous savez, on dit souvent les mots, bon, c'est pas important, les mots, ce qui compte, c'est d'agir, etc. Moi, je me souviens combien on m'expliquait, par exemple, quand j'étais jeune adhérent du Parti communiste, le Parti communiste n'est pas un club de discussion. C'est un club d'action. Voilà. C'est ça. Alors, je voudrais montrer comment une expression qu'on utilise et qu'on entend très souvent, l'expression « coût du travail », est une absurdité. Alors, vous avez un petit document 1 qui le montre, c'est un texte de Sèvres, et puis j'ai mis quelques petits commentaires. Et puis, vous avez un document 2, qui est l'apport de Karl Marx en quelques mots, qui est un résumé, en quelque sorte, de toutes les idées clés de cette pensée de Marx, résumé succinct en une page, hein, donc évidemment il en manque beaucoup, mais enfin voilà. Merci.